Ok, je vois quand même il y a des personnes qui partagent avec nous, donc beaucoup de projets d'automatisation. On utilise pas mal ChatGPT. Bon, bah, je pense que maintenant on va pouvoir commencer. Donc merci à tous d'assister à ce webinaire, donc qui est notre deuxième partie d'un webinaire qu'on avait fait il y a un an sur l'intelligence artificielle et les bureaux d'études avec Julien. Donc ce qu'on voulait partager avec vous, ben, c'est comment vous travaillez vos idées et comment vous les mettez concrètement en œuvre au sein des bureaux d'études avec Julien qui a pas mal de projets et qui les partage assez souvent avec la profession. Donc, merci à toi, Julien, de faire cette deuxième partie. Donc, on va commencer, si vous voulez bien, par la présentation de nos deux structures. Donc, je vais commencer pour ma part. Après, je laisserai la parole à Julien. Donc, nous, le groupe EIF, donc on est spécialisé dans le conseil auprès des acteurs de l'immobilier. On est on va dire une bonne PME avec 120 employés. On demande à peu près 240 millions d'aides chaque année pour nos clients et on existe depuis longtemps, donc depuis plus de 65 ans. Donc, on a plusieurs sociétés dans notre groupe. La première qui a été créée, c'est UIF Expertise, qui était liée à la gestion des taxes locales, taxes d'urbanisme, des foncières, des promoteurs, etc. Et puis, ces gens-là ont commencé à faire de l'innovation et c'est comme ça qu'a été créé UIF Innovation, donc qui est la structure qui accueille ce webinaire et qui est vraiment liée au financement de la R&D et des projets d'investissement sur essentiellement les acteurs de l'immobilier, que ce soit les agences d'architecture, d'urbanisme, les bureaux d'études, les foncières, etc. On a deux autres cabinets qui ont été acquis récemment et qui ont aussi des liens avec les bureaux d'études, notamment Axio Énergie, qui se travaille sur tout ce qui est obtention des C2E. Assio Conseil qui va travailler plus sur le financement et les subventions des investissements, surtout pour les CAPEX, avec une forte expertise sur l'industrie. Et après, qui sont plus éloignés des bureaux d'études, on a Atax Consultant qui s'occupe de tout ce qui est valorisation des travaux d'économie d'énergie, d'accès PMR à l'attention des bailleurs sociaux. Et on a deux filiales belges qui font à peu près la même chose que nos entités françaises. Au niveau de IF Innovation, donc, on est un des premiers cabinets référencés par la médiation de Bercy sur les thématiques de crédit d'impôt recherche. Ça fait 10 ans qu'on opère maintenant. On est à peu près une quinzaine de salariés et on a 30 clients, 300 clients, pardon, sur les PME et ETI. Mais vraiment, le cœur de notre métier, c'est les bureaux d'études et également les cabinets d'architecture. On a fait un cycle de conférences sur l'IA dans ce secteur, notamment sur l'architecture avec le groupe Cardam, peut-être vous connaissez. On a fait une deuxième partie sur l'IA et l'architecture, toujours avec Cardam en février, donc il y a 2 mois, et la première partie de ce webinaire en avril 2025 avec Julien Fournier de Wood Co. Et on espère que ces points-là vont vous intéresser à nouveau. L'ensemble de ces webinaires sont disponibles en replay. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous le signaler dans le chat et on se fera un plaisir de vous les partager à nouveau. Et je m'aperçois que je ne me suis pas réellement présenté. Donc, moi, je suis Sébastien Bessier. Donc, je m'occupe de tout ce qui est produits digitaux au sein du groupe EIF et j'ai également un passé en consultant de financement de l'innovation. Je vais maintenant passer la parole à Julien qui va présenter sa structure. Bonjour à tous, merci Sébastien. Je me présente, je m'appelle Julien Fournier, je suis le président du groupe Wood Co. Avec ses trois marques. Le bureau d'études Emery qui a été créé en 1987 et que j'ai repris maintenant il y a 7 ans, qui est basé à Limoges. On fait du bureau d'études en équipe de maîtrise d'œuvre et en exécution pour les entreprises sur les trois matériaux, que ce soit du bois, du béton ou du métal. En 2013, j'ai créé la société monprojetbois.com qui ne fait du bureau d'études que d'exécution pour les entreprises de charpente. Et depuis 2023, j'ai exporté notre savoir-faire au Canada, à Montréal.
avec une filiale qui s'appelle Études Structure, d'où je reviens juste, j'y étais encore la semaine dernière. Voilà les trois marques du groupe. Nous faisons actuellement un chiffre d'affaires de 2 millions d'euros, un petit peu plus, et nous sommes 22 collaborateurs et réalisons 650 études par an. Ce qu'on m'a demandé aujourd'hui, c'est de faire une présentation de mes travaux et de mon orientation IA de façon très pratique. Donc, je vais passer par des cas d'usage et vous montrer tout le cheminement que j'ai opéré pour pouvoir euh, accélérer nos méthodes de travail. Donc, le premier travail que j'ai effectué, c'est une réflexion au niveau de mes processus. Comment je travaille aujourd'hui? Donc, je me suis fait un grand graphique de méthodologie de comment procéder au sein de mon bureau d'études. Et je me suis identifié des problèmes majeurs ou des axes d'amélioration. Les deux premiers axes que j'ai fait ressortir, ce sont le fait que quand on travaille en tant qu'ingénieur, on reçoit quoi comme données d'entrée? Ce que j'appelle les inputs. Donc quand je reçois une donnée d'entrée, celui qui me fournit de l'information en premier, c'est l'architecte, qui va me transmettre une maquette. Ça devient quand même de plus en plus courant avec le 3D, même si c'est pas toujours évident que tout le monde veuille nous donner leur maquette, que ce soit les architectes ou les bureaux d'études de la phase conception. Et puis on peut avoir des petites divergences entre les ouvrages qu'on reçoit. Les informations par le biais de la data, donc de l'échange de mails, la création de formulaires pour aller poser les bonnes questions, ou des plans. Voilà tous les inputs qu'on peut recevoir. Et on en reçoit en grosse quantité, des fois avec des discordances. Et une fois qu'on a reçu cet input, on fait tout un travail de notre partie que je vais appeler le BIM réalisation, par exemple. Et on a tout un tas d'outils qui soient faits pour le béton, le bois, le dessin ou le métal. Et avec tout ça, eh ben, quand on a notre input qui change, architecte ou bureau d'études conception, eh ben, on a tout à refaire et les choses ne sont pas couplées. On a une déconnexion entre cet exemple-là que je vous mets sous les yeux de 6 maquettes différentes. Si celle de en haut à gauche est modifiée, eh ben, les 5 autres ne sont pas mises à jour. Donc ça, c'est la première problématique que j'ai identifiée. Si on me donne des données d'entrée qui changent, eh ben, tout le travail réalisé, malheureusement, sera à refaire. Donc j'arrive à être rentable dans mon bureau d'études si je le fais une, voire 2 fois, parce qu'on prévoit un peu dans nos honoraires. Mais quand il faut le faire 3, 4 ou 10 fois différemment, là, on a des problèmes. Et c'est là où je me suis dit que avec le numérique, l'intelligence artificielle, il y aurait des axes à creuser. Et c'est ce que je vais vous présenter. Le deuxième axe où j'ai beaucoup de perte de temps, c'est les livrables. Non seulement on met beaucoup de temps à remettre les maquettes à jour, mais tous les livrables que sont les plans ou les notices techniques sont à reprendre. Donc là aussi, je me suis dit qu'on pourrait accélérer les choses. On va pouvoir passer à la suite, Sébastien. Donc dans ma vision, c'est de me dire, aujourd'hui, c'est la photo qu'on a en haut à droite, on travaille avec deux écrans, un sur la gauche avec une modélisation 3D et une sur la droite avec un plan technique en 2D ou alors des notices descriptives. Voilà, on travaille manuellement et on met à jour avec une personne derrière un ordinateur tout ce qu'il faut. En bas à gauche, c'est comment on faisait il y a 30 ans. On faisait ça, mais avec la planche à dessin. Et si j'essaye de me projeter à 10, 15 ou 20 ans, je ne sais pas, on pourrait imaginer, moi le métier d'ingénieur, comment je commence à l'imaginer, c'est qu'on soit plus dans de la codification, on met en place des codes et on corrige des IA pour obtenir des résultats qui seraient équivalents à ceux réalisés par un ingénieur aujourd'hui. Donc voilà, j'ai vraiment cette vision d'encapsuler des savoirs, de travailler avec des développeurs. Donc aujourd'hui, j'ai commencé, moi, il y a 2 ans, avec l'accompagnement de EIF en interne, avec des ressources internes, à aborder ces sujets et à les explorer en interne. Et depuis le mois de septembre, j'ai embauché une ressource qui fait ça à plein temps pour nous aider à accélérer et à développer maintenant que je suis convaincu qu'il faut aller dans cette voie. On va passer à la slide suivante. Donc ma vision, c'est que en termes de design, en termes de dessin en 3 dimensions, aujourd'hui, un ingénieur ou un dessinateur va se déplacer avec sa souris, interpréter des documents et ensuite réaliser un jumeau numérique d'une vision architecturale et y associer dessus des savoir-faire techniques, des savoir-faire réglementaires, etc. La vision que j'en ai,
c'est que de le faire dans du code pur, c'est pas évident à coder soi-même. Il faut d'avoir cette double culture, ingénieur structure et code. Donc, on peut essayer de le faire dans des visions, comme on le voit ici sur la droite, de conception, de visual scripting. Donc, d'écrire des scripts de modélisation 3D que l'on peut voir sur la droite pour obtenir sur la gauche un objet géométrique. Le gros avantage et ce gros changement de paradigme, c'est qu'en fait, on fait du chaînage géométrique, on peut faire du chaînage de data, et ensuite avoir une donnée d'entrée qui change et la donnée de sortie qui se met à jour en automatique. Parce qu'on voit que chaque boîte contient soit de la géométrie, soit de la data, on va le voir au fur et à mesure, et que tout ça est couplé. Donc il y a des effets de chaîne. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai défini que je dessinerai en premier ma structure métallique et que sur cette structure métallique, je fais mes côtés, ensuite je mets mes marches et que mes marches respectent telle règle, et ben, une fois qu'on va donner la donnée d'entrée qui va changer, le reste devrait se mettre à jour en automatique. Voilà, donc j'ai accordé ce que l'on appelle la conception générative, qui a été très démocratisée et connue au travers du logiciel Grasshopper et Rhino. Et pour ma part, donc c'est un développement que j'ai fait plutôt avec Dassault Systèmes, avec le logiciel Katia et Virtual Scripting. Mais c'est à peu près la même chose que ce que vous trouverez. Sauf qu'avec les outils de Katia, ce que je trouve très intéressant dans le groupe Dassault, c'est qu'on a accès à tout ce qui est PLM et au sujet de tout ce qui est traçabilité, data, et de le coupler avec tout un tas de logiciels que Dassault peut le proposer. Vous allez le voir au fur et à mesure. Voilà, j'ai le sentiment qu'avec cette grande maison française, je vais pouvoir faire beaucoup plus de choses et explorer tous les domaines de mon secteur, donc de l'ingénierie des structures. N'hésitez pas si vous avez des questions. Donc là, c'est un petit exercice que j'ai réalisé maintenant il y a 2 ans et demi, pour vous montrer toute la puissance de ces conceptions génératives. Sur la droite, des données d'entrée, et sur la gauche, la géométrie qui se met à jour en temps réel. Donc c'est vraiment là où j'ai perçu toute la puissance d'allier les données d'entrée, les géométries qui se mettent à jour, avec un premier exercice tout à fait basique. Et l'objectif pour nous, quand on fait des plans d'exécution, c'est de trouver l'assemblage ou la connexion qui est recherchée. Et donc, j'ai pu répondre à cette problématique et à pouvoir faire varianter des projets et obtenir les résultats que l'on souhaitait. J'ai tout de suite compris la puissance de coupler des effets plutôt que de laisser isoler et à demander à chaque fois qu'on fait une modification une reprise complète du projet. Ensuite, sur la vidéo suivante, je me suis dit que l'ossature bois était quand même un cas d'école parfait parce que on a une règle métier qui est très connue dans la profession, qui est on met des montants tous les 60 cm parce que les panneaux font 1,20 m de façon standard pardon, et en France. Tout ça, bien sûr, adapté en fonction des pays. Et que nos données d'entrée pour réaliser un bâtiment, souvent, ce qui peut nous faire changer la hauteur du mur en fabrication, c'est la hauteur du sol fini. Actuellement, quand un architecte ou un plombier m'annonce qu'il a augmenté la garde au sol, entre son sol fini et la dalle béton, bah, tous nos plans sont à reprendre. Donc là, le fait de coder que la distance de notre lisse basse par rapport au sol fini peut être modifiable, fait en sorte que quand la modification doit être faite, elle prend quelques secondes. Et ça, c'est pareil si on veut le faire pour l'épaisseur des murs, la pente des toitures ou tout autre sujet qui pourrait avoir un impact sur la géométrie du bâtiment. Donc là, avec quelques données d'entrée sur la droite, on remet toute la maquette à jour avec l'extraction des métrés et des plans qui se feraient en automatique. Après l'ossature bois, je me suis attaqué au sujet de la charpente traditionnelle. Est-ce qu'on est capable de faire un pavillon carré, un pavillon rectangle, avec des pentes identiques, avec l'ensemble des éléments qui constituent une charpente? Donc, la donnée d'entrée d'une charpente traditionnelle, ce sont les dimensions des murs et la pente de la toiture. Ça, c'est une information qu'un architecte va me donner. Et en fonction de ces informations-là, on va coder l'ensemble des éléments qui constituent la charpente. Donc, quand on part du haut, on a les toitures, ensuite les chevrons, les arrêtiers, les fourrures d'arrêtiers, les pannes, les fermes constituées de leurs arbats,
poinçon contre fiche entrée. Et tout ça a une logique mathématique, une logique géométrique. Et il n'y a rien pour moi de plus simple que de coder des métiers qui sont très matheux comme les nôtres. Et quand on connaît bien donc, ce métier de la charpente traditionnelle et qu'on explique en termes de logique constructive quelles sont les règles pour nous permettre de mettre par exemple une ferme ou deux fermes en fonction de la portée entre les pannes, et bien une fois que c'est codé, on peut modifier ces informations-là et obtenir le résultat attendu. On va passer à l'étape suivante. Donc j'ai aussi des ingénieurs qui travaillent sur les sujets béton, donc conception des maçonneries. Et là, cette fois-ci, je suis allé un petit peu plus loin. C'est pas de la donnée géométrique qu'on saisit à la main, c'est une maquette architecte format IFC qu'on importe. Donc on a créé un premier algorithme qui va couper à 1 mètre le bâtiment et qui va détecter les murs porteurs. Et en fonction de ces murs porteurs, l'écriture d'un algorithme qui va générer la géométrie en fonction de typologie de maçonnerie choisie. Et une fois que l'algorithme a modélisé en automatique la proposition de maçonnerie, avec des valeurs que j'ai mises par défaut, on peut reprendre la main et dire que non, en fait, les fameuses gardes au sol, où les épaisseurs de murs sont de telle ou telle épaisseur, et la maçonnerie se met à jour en fonction de ces informations sur lesquelles on reprend la main. Donc on n'est plus du tout dans une logique de dessin, mais dans une logique d'écriture d'algorithme et de données d'entrée sur lesquelles on peut reprendre la main pour faire des modifications. Autre étape très importante en tant qu'ingénieur, qui nous prend beaucoup de temps, c'est de passer donc toutes ces versions modèle 3D de dessin dans des versions de calcul. Donc là, dans la suite Dassault Systèmes, ils ont un logiciel qui s'appelle Simulia, qui fait toute la partie calcul des structures. Et on a couplé donc notre géométrie sur laquelle on vient appliquer un maillage et dans laquelle on applique des efforts. Alors pour appliquer ces efforts, vu que dans notre conception de plancher, on a indiqué qu'on avait par exemple un parquet, un panneau d'OSB, un isolant, un vide technique et un placo-plâtre en sous-face, tout ça fait partie des questions de la donnée d'entrée pour nous positionner en position Z, la hauteur, l'altimétrie du plancher. Et dans ces tables de données, on y associait des poids. Le parquet pèse tant de décanewtons par mètre carré, etc., etc. Et le fait d'avoir dans notre géométrie et dans notre table de données ces informations-là, ça nous permet d'envoyer de ces tableaux d'informations, de data, aussi bien d'un point de vue géométrique dans les dessins. Donc je vais chercher par exemple l'information de la largeur d'une solive dans une table de données de section de solive par défaut. Et dans mon logiciel de calcul structure, je vais connecter l'information au poids de cet élément. Et tout ça va être couplé. Donc si je change la composition de mon plancher d'un point de vue dessin dans les choix que j'aurai fait, ça mettra aussi les charges correspondantes à jour dans le logiciel de calcul. Donc on est vraiment dans cette accélération et c'est cette problématique que nous avons de séparation du dessin et du calcul. Ce qu'on appelle le mode SIM. Autre sujet, les carnets de détails. En tant que bureau d'études, nos carnets de détails 2D ne sont pas couplés à nos objets 3D. Donc ça, c'est très souvent que si on doit mettre à jour un carnet de détails, notre objet géométrique en 3 dimensions est à reprendre. Certains font la 3D et ensuite la 2D ou inversement, mais on se rend compte que les deux ne sont pas tenus à jour. Ça demande une intervention humaine et un suivi très précis. Donc l'idée de cet exercice, c'est de réaliser un carnet de détails, d'y associer des informations de croisement de couches. Donc là, on est sur une coupe horizontale avec en haut une partie courante et les deux angles, sortant ou rentrant. Une fois qu'on a fait ce travail d'identification de couches et qu'on y a associé des datas comme l'information de quel matériau il s'agit, on met en place des templates de plans pour que la mise en place se fasse toute seule, ainsi que son édition dans des formats choisis. Donc là, on a choisi de pouvoir éditer des plans de carnet de détails au format PDF ou DWG. Donc là, on a un gain de temps dans la partie édition de plans. Et ensuite, toujours dans cet algorithme de reconnaissance de la maquette IFC, de régénérer ensuite les murs en automatique. Voilà, donc là, déjà en quelques secondes, il a détecté, grâce à notre algorithme, les murs porteurs intérieurs, les murs porteurs extérieurs et les cloisons légères en vert foncé.
Ensuite, je choisis d'isoler les murs porteurs extérieurs, mais ça, c'est un algorithme hein, qu'il a identifié, et de l'associer au carnet de détails, de façon à ce que ce qu'on fait nous dans les bureaux d'études, c'est redessiner les murs avec cette composition sur la maquette archi. Et bien là, c'est exactement la même chose, sauf qu'on l'a automatisé. Donc là, je connecte. Voilà, donc l'algorithme va reconnaître le contour extérieur, le centre de gravité du mur, avec une position XY pour qu'il s'y retrouve. Il va reconnaître l'algorithme les angles sortants et les angles rentrants. Et en fonction de cette reconnaissance, donc du contour extérieur et du typologie d'angle, il va les lire dans le carnet de détails et régénérer les murs en fonction du carnet de détails. Et donc ce qui est génial quand on fait cette façon de générer depuis le 2D, c'est que si on change le carnet de détails, le carnet 3D se met aussi à jour. Si on choisit dans le carnet de détails de revoir ce détail d'assemblage des panneaux d'OSB qu'on ne veut pas en recouvrement mais qu'on veut à bord franc, on met à jour le carnet de détails, on demande à l'algorithme d'être mis à jour, et l'ensemble de la maquette 3D, normalement, devrait se mettre à jour également. Voilà. Donc on n'a plus de déconnexion entre notre carnet de détails et notre objet géométrique 3D. Donc tout ça grâce aux algorithmes et à la connexion de ces différents espaces entre eux. Voilà, on a aussi fait un test sur le changement de la couleur. Mise à jour. Voilà, donc on illustre cette... Donc à chaque fois, je suis parti de problématiques que j'avais dans mon bureau d'études, et avec mes ingénieurs et les développeurs, on fait des tests de savoir si ensuite, derrière, on peut accélérer tout ça. Avec la partie édition de plan, viewer en 3D, si on veut. Donc ça, c'est ce qui est assez puissant dans les logiciels d'Asso, c'est qu'on peut automatiser aussi tout ce qui est plan. Donc sur les plans, je suis parti de ce qu'on faisait et de le remettre en forme, mais sans que nous, on le fasse vraiment la mise en plan, que ça soit vraiment automatisé. Voilà. Bon, c'est très basique, hein, l'exemple que je vous montre, mais on voit toute la puissance de pouvoir faire des couplages entre les deux. Qu'est-ce que j'ai ensuite? Ah, alors ça, c'est un exemple assez intéressant aussi pour la partie ossature bois. Donc là, voilà, ça a été tellement vite, quelques secondes. Donc il y a un algorithme qui a identifié les murs extérieurs, qui les a coupés en fonction du transport et qui les a remplis avec cette fameuse règle des ossatures tous les 60 cm, des angles rentrants. Et là, on a été beaucoup plus loin dans la partie édition de plan, de façon à ce que automatiquement chaque mur se retrouve comme on le souhaitait. Donc là, je suis parti de mon cahier des charges de ce qu'on fait à la main, donc dans les logiciels, que ce soit SEMA ou CADWORK. Et dans Dassault, on a essayé de le faire, mais de façon automatisée. Et donc le résultat est tout à fait probant, surtout sur de la façade ossature bois, comme on peut le voir ici. C'est vraiment un exemple où on a un gain de productivité qui est très très important. Alors je vois qu'il y a une question dans le forum, je vais essayer d'y répondre. Avez-vous déjà mis en place le cas d'usage concret pour le groupe Wood & Co? Alors, pour pouvoir mettre ces logiciels en place, j'ai besoin de trouver des clients qui ont déjà les logiciels comme Dassault. Parce qu'aujourd'hui, donc j'ai des logiciels comme SEMA ou CADWORK, et c'est ceux qui sont le plus représentés en France et CADWORK même dans le monde. Donc aujourd'hui, je fais le choix toujours d'utiliser le logiciel de mes clients. Comme ça, quand je vais fabriquer en Allemagne chez Binderhaus ou chez un charpentier n'importe où en France, je lui envoie mon fichier d'études, il le récupère, il l'envoie dans son robot et ça marche parfaitement. J'ai eu le cas des fois d'essayer de jouer entre deux logiciels et on se rend vite compte qu'on peut avoir des bugs et des problèmes de façonnage. Donc aujourd'hui, sur le logiciel Katia, non, il n'est pas mis en place de façon concrète parce que je n'ai pas d'industrie derrière qui a ces outils. Donc c'est encore de la R&D. Le seul industriel que je connaisse aujourd'hui en France qui l'utilise, c'est Pifto avec du CLT, et on va voir le cas d'usage qu'on est en train de mettre en place, qui est la vidéo suivante, je crois, Sébastien. Voilà. Donc voilà un cas d'usage qu'on espère pouvoir déployer concrètement rapidement avec l'usine Pifto. Donc c'est les planchers CLT, donc toujours cet algorithme de reconnaissance de maquette IFC de l'architecte, reconnaissance aussi IFC de la maquette de l'ingénieur pour les éléments porteurs qui sont en violet.
calpinage automatique dans les zones où il y a du CLT et pas dans les zones où il n'y en a pas, parce qu'on a identifié dans la maquette archi, en fonction de différents critères, donc soit les épaisseurs, soit les nommages des objets, les zones où il n'y avait pas de CLT. Et ensuite, on a connecté aux tables de données de chez Pifto, donc leur largeur standard de CLT, leur épaisseur, leur typologie de jonction, les fameuses bandes de couturage, est-ce qu'on voulait que ça soit fourni ou non avec la languette. Donc on a codé tout le savoir-faire de l'industriel, et sur la droite, on donne à la disposition de l'ingénieur chez nous la possibilité de choisir différentes options que le fournisseur pourrait avoir. Donc dans notre code, on ne peut pas obtenir une modélisation 3D de quelque chose qui ne sait pas faire l'industriel. Voilà. Donc on a codé l'ensemble des éléments de façon à ce que l'ingénieur fasse les choix qui lui appartiennent, mais ne fait plus l'étape de modélisation. Et tout ça donc, est maintenant utilisable dans les usines Pifto parce qu'ils ont le logiciel CATIA et qu'ils savent le faire, le reconnaître et piloter leurs usines avec. Voilà. Donc là, on est en phase de test. Ça ne devrait pas tarder à être déployé. Et je Donc, crois qu'on a fait le tour. normalement, sur ce cas d'usage-là, on part de l'architecte et on peut aller jusqu'à à finaliser la production chez l'industriel. C'est ça, Julien? Ouais, c'est complètement ça l'idée. Et que ça soit de la phase esquisse, avant-projet ou exécution, à partir du moment où j'ai codé un algorithme qui sait faire les choses, ça ne me prend pas plus de temps de définir un plancher CLT au degré de finition exé que de le faire à la finition esquisse ou en général, on n'a pas le temps de faire les calpinages poussés, les rainures, les languettes, parce que c'est un ingénieur qui passe beaucoup d'heures et que l'architecte va faire des modifications et des itérations, et c'est normal, hein. L'architecte est là pour à chaque fois repasser à la moulinette des contraintes, des réflexions, des choix. Mais nous, derrière, c'est des ingénieurs qui retravaillent des heures et des heures pour voir si c'est viable ou pas viable. Et mon idée, c'est de coder ces choses-là de façon à connecter à chaque fois la nouvelle maquette de l'architecte et d'obtenir en quelques minutes ou quelques secondes, ça dépend de la longueur de l'algorithme, un résultat, comme on peut le voir ici, et rapporter la réponse en termes de faisabilité, de calcul de structure et de coût. Parce que maintenant on sait faire ces algorithmes, si on y associe la data des euros et demain la data des carbones, on aura un résultat en quelques minutes ou quelques secondes de combien coûte ce plancher ou combien il pèse en termes de carbone. Et si l'architecte me dit, ah non, mais en fait, je ne vais pas faire du CLT, je vais faire du béton, on connecte un algorithme de béton et on obtient le résultat correspondant. Voilà. Donc je vois beaucoup dans cette vision. On écrit des algorithmes de savoir de métier que chacun on a. Donc nous, on est quand même en cœur de métier du bois. On écrit beaucoup d'algorithmes autour du bois. Et à force d'avoir des algorithmes, on connectera nos maquettes architectes en input et on obtiendra en output automatiquement les livrables ou les informations recherchées. Donc là, on est dans une version, on n'est pas encore dans l'IA, on est clairement dans des algorithmes et de conception générative, mais je me dis qu'une fois qu'on aura fait beaucoup de projets et qu'on pourra étudier sur des maquettes archi les résultats en grande masse, on pourra faire du machine learning et ensuite l'IA pourra sûrement prendre le pas sur les projets et aller encore plus vite. Julien, on a des questions qui semblent Ouais, assez pertinentes de Jérôme dans le chat, par exemple, oui, ou autre, Florian, par exemple. Ce que je propose, c'est qu'on les garde en mémoire, qu'on finisse la présentation et puis qu'on passe sur les questions-réponses à la fin, très bien, ça me si ça, va. si ça te va. Ouais, Donc là, on va passer à la partie pour financer vos investissements en intelligence artificielle. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le financement de la R&D en France dépend beaucoup de la maturité en fait de votre projet. Donc, cette maturité en fait est déterminée par ce qu'on appelle un TRL, donc qui est une échelle qui a été mise au point par la NASA et qui est beaucoup utilisée à l'échelle européenne et qui veut dire Technology Readiness Level et qui en fait mesure votre projet par rapport à sa possibilité d'aller sur le marché.
Et ces TRL-là, on les met en phase de définition de la recherche et du développement qui sont également donnés de manière internationale. Donc, on parle de recherche fondamentale, de recherche appliquée et de développement expérimental. Et on va dire que plus on est loin du marché avec des verrous technologiques, des incertitudes scientifiques assez forts, on va être sur un TRL bas, donc vers de la recherche de principe, on va être dans la recherche fondamentale. Et si on est sur un TRL 9 où notre système est déjà testé en environnement opérationnel, on va être plutôt dans le développement expérimental. Ce qui se passe au niveau des mécanismes de financement en France, on peut les dire qu'il y a à peu près deux types. Il y a les aides indirectes qui sont plutôt liées à la fiscalité, donc avec tout ce qui est crédit d'impôt recherche, crédit d'impôt innovation, dispositif de jeunes entreprises innovantes. Et ensuite, on a les aides directes, donc qui sont des subventions ou les avances remboursables ou les prêts qui sont en fait octroyés par différents guichets, donc comme l'ANR, donc l'Agence nationale de la recherche, l'ANRT qui va plutôt s'occuper des tests chiffres, l'ADEME où on va être plutôt sur les projets liés à l'innovation dans l'environnement, BPI qui va chapeauter les programmes France 2030 et qui va s'occuper des programmes nationaux. Et puis, on a un dernier étage qui est un peu au-dessus, qui est les mécanismes européens avec les programmes Horizon, tout ce qui est Innovation Fund, etc., mais qui sont là, on est plutôt dans des appels à projets et on va être sur des points qui sont compétitifs. Donc, on a essayé de vous mettre un petit panorama des différents types d'aides que vous pouvez avoir pour financer vos projets en IA. Donc, si on va sur les aides nationales au niveau de BPI, on a des différents dispositifs donc, qui sont propres à l'IA. Donc, on a le programme IA Booster. Donc, ça va être un premier programme qui va vous permettre d'aller vers l'intégration de l'IA. Donc, tous les mécanismes d'automatisation, d'analyse de données. Donc, c'est bien quand on ne sait pas réellement comment on va faire et comment et ce qu'on va pouvoir faire de nos cas d'usage. Donc, on commence par un diagnostic. Après, on peut rentrer dans différents types de phases. On vous les a mis sur les slides en dessous. Donc, ça va vous prendre en charge beaucoup d'heures de consultant, par exemple, sur vos projets pour vous aider à formaliser vos cas d'usage, formaliser la donnée que vous avez en interne pour aboutir en fait à un premier POC si vous faites toutes les étapes, mais il faut rentrer dans les étapes une par une. Toujours chez BPI, vous avez tout ce qui est subvention d'innovation. Donc ça, c'est pas réellement fléché IA, mais ça peut prendre en compte des projets IA. Donc c'est vraiment là, on veut valider un concept, on veut lever un verrou technique pour savoir si on va aller vers un produit ou un process qui sera pertinent pour la société. Donc c'est plutôt des petits projets. On va aller plutôt chercher 50 cas d'aide et après, on a vraiment les gros projets qui sont pionniers de l'intelligence artificielle. Donc là, c'est vraiment des appels à projets cadencés au cours de l'année. Le dernier appel est au 9 juin de cette année. Et là, ben, c'est vraiment, on va être sur du développement des outils qui vont être en rupture. Donc, il va falloir on va pas être tout seul. Donc, monter un consortium avec un laboratoire de recherche publique, avec des PME, des grands groupes, etc. Et donc là, c'est des projets qui ont beaucoup plus d'ampleur. Donc ça, c'est pour les aides nationales. Au niveau des... Après, vous avez des guichets suivant vos régions. Donc, elles ne traitent pas tous de l'intelligence artificielle. Donc là, on vous a mis celles qui le traitaient. Donc, on a dans la région sud avec mon assistant IA, vous allez un peu sur la même manière que du IA Booster de BPI. Donc, vous allez avoir du financement de missions d'accompagnement avec des taux d'aide qui peuvent être intéressants. Des fois, ça peut monter jusqu'à 100%. On a la même chose en région Île-de-France avec le programme PACIA. Donc là, c'est pareil, vous allez avoir des jours de consultance qui vont vous être financés par la région. Donc là, c'est si vous voulez intégrer votre IA dans vos procédés, dans votre conception, production, quel que soit votre type d'activité. Donc ça, c'est pour la région Île-de-France. Ensuite, on a dans la région Grand Est deux mécanismes. Un mécanisme de diagnostic un peu également comme BPI avec des financements de l'accompagnement pour vos premiers pas. Donc ça dépend un peu les taux de financement. Vous avez différents
plafond, etc. Vous avez également une aide aux entreprises primo-utilisatrices d'intelligence artificielle. Donc là, c'est pareil, on va financer de la prestation, etc. Donc dans les slides, vous avez des liens vers ces différents dispositifs et ça vous permet également de voir si ça peut être intéressant pour vous pour faire ces premiers pas. Donc là, on est vraiment plutôt en région vers les amorces en fait des projets d'intelligence artificielle, se former, avoir des gens qui nous aident à mettre en place nos premiers cas d'usage. Alors ensuite, au niveau des mécanismes d'aide indirecte, donc ce qui est le plus adapté pour l'intelligence artificielle reste le crédit d'impôt recherche. Donc c'est un dispositif qui commence à être bien connu dans votre secteur au niveau des bureaux d'études, des agences d'architecture. C'est un dispositif qui est quand même très ancien, qui est un des plus importants en France. Il est assez mal pratiqué, mais vraiment son objectif, c'est que vous preniez du risque pour mettre au point de nouveaux produits, développer de nouveaux procédés, mettre en œuvre de nouveaux systèmes. Donc le but étant bien entendu d'accroître l'attractivité du territoire. Il a été mis en place après les premières vagues de désindustrialisation pour qu'au moins les emplois à forte valeur ajoutée restent au niveau du territoire, avec l'objectif également de créer et de maintenir l'écosystème de recherche et développement en permettant des partenariats publics-privés ou entre sociétés privées qui cherchent à faire de la recherche et développement. Donc, on a différents types de frais qui sont éligibles, mais grosso modo, on va avoir les personnels que vous engagez sur la recherche et développement, le matériel que vous mettez également sur votre recherche et développement, ça peut être vos PC, ça peut être vos serveurs, etc. Il faut qu'ils soient immobilisés. On va reprendre la dotation aux amortissements. On va avoir les frais de sous-traitance. Donc, si vous sous-traitez à un organisme qui est agréé, que ce soit un laboratoire de recherche public ou une société de recherche et développement en privé, on va rajouter un markup qu'on appelle les frais de fonctionnement et qui est plutôt plus ou moins généreux selon les années, mais grosso modo, on va dire qu'on a 40% des frais de personnel et 75% des frais de matériel. Et à cette assiette-là, on doit retirer nos aides et subventions qu'on a obtenues dans nos projets. Donc, par exemple, si vous avez eu une aide sur une subvention d'innovation ou un pionnier de l'intelligence artificielle dans votre projet, vous pouvez le valoriser au CIR, mais on ne veut pas de doublon de financement, donc il va falloir retirer de l'assiette ces subventions que vous ayez reçues. Donc c'est un mécanisme qui est assez généreux, donc on peut avoir jusqu'à 30% de l'assiette de dépenses sous la forme d'un crédit d'impôt. Mécanisme intéressant parce que autant la subvention et pour le futur, le crédit d'impôt recherche peut aller jusqu'au passé, on peut revenir jusqu'à 3 années suivant les cas en arrière. Et ce qui est assez intéressant pour les PME, c'est que c'est quand même du cash. Donc, c'est-à-dire que si vous ne payez pas assez d'impôts pour pouvoir l'imputer, vous avez son versement numéraire qui est prévu par les différents textes fiscaux. Mais ce qui est aussi important d'avoir en tête par rapport à ces différents mécanismes-là, c'est qu'il faut vraiment établir une stratégie qui soit combinatoire au niveau de vos financements. Donc, comme on l'a vu, pour chaque étape de votre projet, vous avez un financement qui est possible et également, vous avez la possibilité de combiner. Donc, c'est-à-dire, je vais faire mon étude de faisabilité, je vais aller chercher mes aides et ma BPI. Je vais passer à mon POC, ben là, j'ai un verrou, je peux faire mon prototypage, je vais faire du CIR. Et après, je vais aller un peu plus loin, eh ben, je vais aller chercher une nouvelle aide sur les améliorations incrémentales sur mon projet. Donc, ce qu'il faut avoir en tête bien, c'est que le CIR, ça peut faire un premier pas à l'étrier. Le combiner avec les subventions, c'est encore mieux. Et établir cette stratégie tout au long du temps, c'est, on va dire, un peu primordial. Non, pourquoi? Parce que, en fait, on l'a vu, les aides directes et indirectes sont cumulables, mais leur bénéfice n'est pas une simple addition. Donc, vous voyez sur le schéma, si je prends un projet qui est, je ne vais pas le faire subventionner, mais je vais chercher à le passer uniquement dans le CIR seul. Donc, j'ai une assiette éligible de 100, donc notre taux de CIR, grosso modo, ça va être 30, donc on va récupérer 30 grâce au crédit d'impôt recherche. Mais si vous voyez à droite, ce même projet-là, je vais pouvoir en subventionner une partie, donc par une aide de la BPI ou une aide de la région, et j'aurai une autre partie qui ne sera pas subventionnée. Donc, par exemple, sur mon aide directe, sur mes 50
qui seront subventionnés à, par exemple, un taux de 40%, ça permettra d'avoir 20 de subventions. Ces 20 de subventions, ben, je vais devoir les réduire, les enlever de mon assiette éligible au crédit d'impôt recherche, donc je vais plus qu'avoir que 80. Sur ces 80, je vais pouvoir réclamer 30%, donc 24. Et au final, de mon projet, si j'avais fait que du CIR ou si j'avais fait que de la subvention, on serait à 20. On va plutôt avoir 20 plus 24. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Et ce qui est intéressant aussi par rapport au fait de pouvoir cumuler le CIR plus les subventions, c'est que c'est un apport de trésorerie qui est constant au fil de l'année. Donc, on l'a vu, le CIR, c'est un mécanisme fiscal. On peut revenir sur le passé, mais ça va devoir comme pour aux impôts classiques, apparaître en N+1. Donc sur votre projet de 100, donc, je vais déposer que 20 la première année et je vais avoir ben, les 70% de ma subvention en année N, donc mes 14. Ensuite, je vais avoir ben, mon projet qui va continuer. Je vais dépenser 40 et 40 sur les années suivantes. Sur l'année suivante, ben, je vais pouvoir avoir mes 30% de mes 20 et après mes 30% de mes 40. Et à la fin de mon projet, ben, je vais avoir mon reliquat de CIR plus mon reliquat de subvention. Et ça fait qu'on va avoir une trésorerie qui est aidée tout au long de la vie de mon projet. Donc, j'en ai fini pour ma part sur cette présentation des mécanismes d'aide. N'hésitez pas à nous dire si vous êtes intéressé, si vous avez pratiqué et pour partager votre expérience là-dessus. On arrive au bout de cette présentation, donc on va prendre les questions-réponses. Donc, on va peut-être commencer par la question de Florian. Est-ce que vous avez appliqué, enfin, est-ce que Julien, tu as appliqué ces solutions sur des gros projets avec plusieurs milliers de mètres carrés et sur de la réhabilitation? Non, pour le moment, on est encore dans le POC, dans la preuve d'essai. Non, non, on n'a pas encore appliqué ces technologies dans le dur. Comme je le disais, la vraie utilisation sera quand les industriels auront aussi basculé dans ces technos également. Alors, encore deux questions intéressantes de Jérôme. Est-ce que, Julien, tu as mis en place des process pour vérifier et valider que ce qui était sorti par l'IA répondait bien aux règles métiers? Eh ben oui, parce qu'en fait, c'est moi qui écris les algorithmes. Donc, vu que c'est moi qui les écris, je lui donne les cas de figure. Par exemple, pour les largeurs de plancher de CLT, dans l'algorithme, je lui écris d'aller chercher dans la table de données de ce fournisseur-là, et en fonction de ce fournisseur-là, tu ne peux me donner que les réponses correspondantes. Voilà. Et, Donc, vu et que des, c'est moi qui l'ai créé, oui. et des fois, on voit qu'il y a des points quand on utilise les IA d'hallucination. Est-ce que c'est des choses que tu n'as pas eu de problème sur ces données-là qui t'étaient remontées? Pas encore, parce que pour le moment, mes algorithmes ne vont requêter que dans des tables qui sont dans le dur. Donc, il ne peut pas me Hmm. donner de solution fausse. Il n'est pas dans l'imagination, dans la statistique du prévisionnel de ce que peut être la suite. Je n'y suis pas Hmm. encore dans les sujets d'hallucination. Je peux avoir des erreurs, mais parce que j'ai mal câblé ou mal renseigné les datas. Mais si c'est bien câblé et que mes datas sont justes, il n'y a aucun risque d'erreur aujourd'hui. Par contre, demain, quand je vais y mettre du machine learning, là, je risque d'avoir des sujets autour de ça. Mais j'en suis pas encore là. Est-ce que tu as eu, toujours de Jérôme, est-ce que tu as eu des retours par rapport à tes collaborateurs, par rapport à l'utilisation de ces outils? Est-ce que ça a été apprécié? Est-ce que tu as pu évaluer des gains de performance qui sont tangibles? Alors, je ne l'ai pas encore déployé parce que j'ai que une personne qui est embauchée depuis le mois de septembre qui m'aide à développer et améliorer. Et ensuite, je rends des comptes sur nos travaux en termes de présentation. Donc, personne l'a utilisé en interne. Toujours pareil, j'ai pas de clients, j'ai pas de marché aujourd'hui. Donc, j'ai malheureusement pas de temps à mettre des ingénieurs à utiliser des outils pour essayer. J'en ai qu'un et moi-même. Donc, on est deux à faire tout ce travail. Tous les autres travaillent de façon classique sur les anciens outils. Mais en termes de productivité, oui, c'est énorme. Je pense qu'un plancher CLT, là, on n'est pas loin d'avoir terminé notre POC et j'espère qu'on fera nos premiers chantiers. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris deux anciens chantiers qu'on avait réalisés avec la société Bouygues Construction. On a pris l'input de l'architecte, on a câblé nos algorithmes et on a comparé les résultats qu'on obtenait par rapport à ce qu'on faisait avant avec les techniques CADWork et autres. Et ça va beaucoup, beaucoup plus vite. Je pense que ça va 10 à 20 fois plus vite, quoi. Ouais.
Ok. Et est-ce que, toujours de Jérôme, est-ce que tu as mis en place des formations? Ou est-ce que enfin, bon, là, pour l'instant, on n'est pas encore là, mais est-ce que Non. tu prévois de faire des formations à tes Oui, collaborateurs? oui, oui, c'est prévu. Pour le moment, je suis vraiment focus sur les preuves de concept, sur la finalisation et sur le premier cas concret où on aura fait le vrai chantier, qu'on aura fait tout le process et que ça sera validé. Et une fois que j'aurai fait le démonstrateur en réel, je passerai au déploiement et à la formation. Mais c'est trop Euh, tôt. Je ne suis pas c'est encore là. c'est encore trop tôt. Est-ce que, bah, si vous avez des questions dans le chat, que ce soit sur le financement ou que ce soit sur les projets de Julien, n'hésitez pas. Moi, j'ai une question pour toi, Julien. Est-ce que tu penses qu'à terme, on va plutôt faire un peu comme dans les pratiques qu'on voit dans les un peu moins techniques, mais par exemple pour la génération d'images, où on a vu pas mal de choses sur les réseaux sociaux où Claude était interfacé avec des logiciels 3D et la construction a été pilotée directement par le prompt, par du texte. Est-ce que c'est une voie que tu penses qui va arriver pour votre secteur? Oui, oui, moi j'y crois. J'y crois, j'y crois. L'air de rien, quand j'écris mes algorithmes, c'est un prompt géant en fait, sur lequel je demande une donnée d'entrée et une question. Donc oui, oui, j'y crois bien. Oui. Alors, une question d'Adrien. Est-ce que tu utilises les IA pour modifier tes algorithmes et pour les adapter en fonction des conceptions de tes différents projets? Donc, grosso modo, est-ce que tu utilises l'IA génératif pour créer tes algorithmes? Ça nous arrive d'utiliser l'IA pour la partie code. Par exemple, on a des briques qui sont toutes prêtes dans le logiciel Katia et Virtual Scripting. Et puis de temps en temps, il y a des technos qu'on n'a pas. Donc on doit développer en format codé. Et à ce moment-là, on fait appel à une IA pour effectivement écrire du code et le réinjecter dans l'algorithme. Oui. Et donc ça, c'est un peu aussi ce qu'on voit chez les fournisseurs d'IA, donc Anthropic par exemple, qui dit que sa nouvelle version de Claude a été codée en partie grâce à l'IA qu'ils ont mis en place avant. Donc on a une autre question d'un autre Julien. As-tu évalué l'impact énergétique et carbone dans le développement des IA que tu présentes? Est-ce que ça ne risque pas d'être à contresens de la RE 2020? Alors, c'est-à-dire, j'interprète la question comme le fait d'utiliser une IA plutôt que des personnes qui le font eux-mêmes, est-ce que ça pollue plus? Ouais, est-ce que Ouais, on rajoute pas un peu de carbone en faisant tourner nos serveurs plutôt je que de sais, le faire de manière classiquement? ouais, je sais pas du tout, honnêtement. Aujourd'hui, donc notre fonctionnement, c'est un ingénieur qui vient au travail, qui allume son ordi et qui utilise un drive. Donc, je sais pas, il faudrait faire le bilan carbone presque de mes équipes et de voir si avec ces nouveaux, ouais, je sais pas du tout, aucune idée. Ok, bon, bah, ça peut être une thématique à investiguer aussi également Ouais, tout à fait. Mais ça, en R&D. c'est un débat beaucoup plus large autour du débat écologique autour de l'IA d'une façon générale. Ouais, tout à fait. C'était un débat aussi qu'on avait eu dans notre version architecte au mois de février. Les architectes se posaient également pas mal de questions là-dessus. Ensuite, une question d'un autre Jérôme. Comment penses-tu pouvoir inclure la gestion des paramètres et des différents règlements en vigueur, notamment par rapport au séisme, aux incendies, l'acoustique, sachant que les règlements sont difficilement compatibles? Tout à fait. Et ben, c'est pour ça que je me suis rapproché d'Asso Systèmes, qui a un logiciel qui s'appelle Simulia. Et comme son nom l'indique, il peut simuler beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, hein. C'est pour vous donner une ordre d'idée, la maison d'Assaut, dans quasiment toutes les verticales industrielles, sauf dans le bâtiment, que ce soit l'aéronautique, l'automobile, enfin, il y a beaucoup de choses qui sont dessinées et conçues avec leurs outils. Et leur Simulia, l'outil de simulation, est tellement pointu que maintenant, on ne fait plus d'essais à la rupture des automobiles, par exemple, ou des voitures, parce qu'ils ont des simulations tellement précises qu'ils n'ont plus besoin de le faire en cas réel. Donc je me dis que dans d'autres technologies, dans d'autres industries, ils ont des logiciels qui savent prédire suffisamment les choses pour être justes, qu'il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas dans le bâtiment. Et ensuite, d'y rajouter, une fois qu'on a des valeurs mécaniques, acoustiques ou autres, moi je suis vraiment spécialiste structure. Donc je vais rester sur mon domaine de compétences, mais à partir du moment où on a une contrainte dans une poutre et qu'on sait qu'il faut y appliquer telle réglementation avec tel coefficient,
ça sera pas la couche la plus difficile à coder. Voilà. Et je pense que pour l'acoustique et le reste, c'est pareil. Donc, et ce qui est génial aussi dans ces outils, c'est qu'on arrive à faire des méthodes statistiques. Par exemple, on peut imaginer une simulation de bâtiment sur 5 matériaux et d'en définir par mode statistique quel est le plus économique, quel est le moins impact, le plus écologique. Et voilà, on arrive à simuler beaucoup de choses avec de la grosse masse de données, avec de l'analytique très pointue. Donc je pense qu'on pourra aller facilement sur ces sujets en lui indiquant prends-moi la réglementation acoustique pour vérifier, je sais pas moi, le plancher de cet étage en CLT, prends-moi la valeur thermique de ce mur de façon à... Enfin voilà, lui, à partir du moment où je pars du principe, à partir du moment où un être humain sait faire, qu'on sait définir ses méthodes de travail et décomposer son travail, on doit pouvoir savoir le coder et ensuite le câbler sur l'outil. Voilà. Donc moi je dirais que si on sait le faire en tant qu'être humain, il n'y a pas de raison qu'on sache pas le coder et l'automatiser. Mais ça prend du temps. Faut savoir l'expliquer, le faire développer et obtenir le même résultat que si on l'avait fait. Ok. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions dans le chat? N'hésitez pas aussi à nous faire savoir si vous voulez le replay du webinaire. Normalement, on l'envoie à tout le monde, même à ceux qui étaient inscrits et qui ne sont pas présents. Ils sont toujours aussi disponibles sur notre site web. Et n'hésitez pas également à nous dire si vous voulez être recontacté pour mettre en place ces projets-là et trouver leur financement. Ouais, j'ai l'impression qu'on a plus de questions. Non, ça a l'air bon. Ça a l'air bon. Ben, je te remercie beaucoup, Julien, pour tout ce partage. Eh Merci ben, avec grand également plaisir. d'avoir répondu présent pour les personnes qui ont assisté au webinaire. Et puis, bon, ben, je pense qu'on pourra également se faire un petit point dans un an, peut-être pour savoir où on en est, si l'adoption au niveau de Dassault est un peu plus grande et si les processus automatisés ont été appréciés par tes collaborateurs. Très bien, avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci à Au revoir. tous. Au revoir.